Voilà, je laisse arriver tout le monde tranquillement. Je suis en bonne compagnie ce matin puisque interviendront avec moi mes collègues Jocelyn Gombaud, voilà, qui s'affiche, c'est parfait, qui nous parlera notamment du marché, de la prévente, des réglementations. Je vous laisse un petit peu quelques surprises quand même. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir Nilufar Hamadi qui nous présentera l'offre de formation autour du véhicule électrique pour la branche. Et Sophie Dost qui nous parlera de la formation des enseignants et des formateurs. Bonjour mesdames, c'est parfait, voilà. Vous pouvez les admirer en même temps. Donc voilà, je vois que les participants arrivent. Donc, quant à moi, je suis Marie-Sophie Girardin et je vais commencer avec vous avec le marché et les immatriculations. Bon, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive doucement. On va pouvoir commencer et puis les participants prendront avec nous en cours de route. N'hésitez pas, si vous avez des questions, la conversation, je vois qu'elle est déjà active, donc c'est très bien. N'hésitez pas, nous essaierons de vous répondre, soit au fur et à mesure si c'est possible, soit on prendra un petit temps à la fin s'il nous en reste. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et on démarre, comme je vous le disais, avec donc le marché du véhicule électrique et notamment les immatriculations, donc les ventes de voitures neuves. Alors, vous avez ici l'évolution des ventes de voitures neuves électrifiées, donc à la fois les véhicules électriques purs, en vert sur le schéma, mais aussi en bleu l'hybride, qu'elles soient non rechargeables ou rechargeables, en bleu clair ou bleu foncé. Et vous voyez que au global, en 2024, on est encore sur une belle progression. On arrive toujours à avoir plus de 1 million de véhicules électrifiés vendus. Donc une belle progression en 2024. Mais cette progression, elle cache quand même des disparités importantes. Et c'est ça qu'il va falloir retenir aujourd'hui, c'est la progression très forte des véhicules hybrides non rechargeables. Donc vous voyez plus 36% en bleu clair, qui vient un peu porter cette dynamique, puisque le véhicule électrique, lui, il est plutôt en baisse, moins 2% des ventes de véhicules neufs électriques en 2024. Alors c'est relatif, c'est pas une forte baisse, on est quand même, on sort de plusieurs années de progression, mais on a en 2024 pour la première fois un ralentissement et on doit nuancer un peu la progression des ventes de véhicules électriques. Quand on regarde la répartition, le mixte, comme on dit, pour voir un petit peu par rapport aux autres motorisations, on voit la très, très forte baisse du diesel, annoncée depuis quelques années. Vous voyez, c'est la courbe rose. Elle était en 2016 à 52%. Plus d'un véhicule sur deux vendu était au diesel. Et on arrive en 2024 à seulement 7% des ventes. Donc là, effectivement, la baisse du diesel très forte qu'on avait prédit, anticipée et qui se voit encore bien ces dernières années. On voit aussi la baisse de l'essence, c'est la courbe orange, on arrive à 30% en 2024 seulement, alors qu'on était à presque 60% en 2019, au plus haut. Donc on voit bien que même l'essence diminue relativement aux autres motorisations. Et celle qui est passée devant pour la première fois en 2024, c'est la part de l'hybride non rechargeable. 34% des ventes. Et donc, on n'a pas parlé de ce qui se passe en 2025, mais sur les 4 premiers mois de 2025, on a encore une progression de cet hybride non rechargeable, puisqu'on atteint même 45% du mix sur les 4 premiers mois 2025. Donc, vraiment, une très forte progression de cette motorisation. L'électrique est à 17%, c'est stable par rapport à l'année précédente. On a vu avant qu'en volume, on était sur une légère baisse. Donc, bon, sur le poids relatif, on est stable. Et puis, l'hybride rechargeable est à 9%. Si on cumule du coup l'hybride non rechargeable à 34%, l'électrique à 17% et l'hybride rechargeable à 9%, on atteint 60% des ventes de 2024 qui ont été électrifiées. Donc c'est quand même très important de l'avoir en tête. Maintenant, 60% des ventes de 2024 comportaient un moteur électrique. Pas forcément le moteur principal de la voiture, mais quand même un moteur électrique dans la voiture. On va faire un petit tour sur les autres véhicules, sur tous les types de véhicules. On a parlé pour l'instant de la voiture électrique. Alors, c'est la barre orange, on a bien dit, 17% des ventes et on est à 291 000 en volume. Mais qu'en est-il pour les autres? Alors, on voit que pour les bus écarts, c'est seulement 11% des ventes de véhicules neufs.
Ça correspond à des volumes qui sont bien sûr beaucoup plus faibles, hein. Sur les bus écars, on n'est pas sur des centaines de milliers comme on est sur les voitures. Là, c'est 658 bus écars électriques qui ont été vendus en 2024. C'est à peu près comparable au volume de camions électriques neufs vendus, hein. On était à 744, mais vous voyez, les camions, ils sont en dernière position, à 1% seulement des ventes. 1% seulement des ventes de camions ont été électriques en 2024. Alors, c'est en train de bouger, on en entend de plus en plus parler, donc ça sera à suivre dans le temps. Mais vous voyez qu'en 2024, ça reste encore très marginal. On était à 7% des VUL et à 9% des deux roues motorisés. Donc on voit que ça reste encore plus difficile pour les autres véhicules que pour la voiture. Je fais un petit aparté sur le vélo. Le vélo à essence électrique, lui, représente 29% de l'ensemble des ventes de vélos. Donc là, c'est le champion, mais à nuancer quand même, puisque on est en diminution de 2 points quand même. Et puis en volume, ça correspond à une baisse de près de 100 000 ventes de vélos électriques neufs. Donc à suivre aussi dans le temps. À force de vendre des véhicules neufs, où en sont les parcs électriques? Eh bien, on progresse, hein, on progresse doucement. On atteint 3% du parc de voitures qui est électrique aujourd'hui, hein, au début de l'année 2025. Donc, c'est des estimations. Et puis, pour les bus écarts, on est également à 3%. On est à moins de 20% pour les camions électriques. Comme je vous disais, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, les parcs prennent du temps à se renouveler et d'autant plus quand les immatriculations faiblissent un peu. On voit que on a un peu ralenti sur les ventes de VE en 2024. Eh bien, ça fait un flux un peu moins important qui vient approvisionner les parcs roulants. Donc, ça prend un peu plus de temps pour renouveler le parc de façon électrifiée. Et je vais passer la parole à Jocelyn qui va nous en dire un peu plus sur le parc de voitures électriques, mais au niveau territorial. Et Jocelyn, il faudrait que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Bien évidemment. Merci. Oui, donc on a effectivement souhaité vous donner un petit aperçu sur la situation régionale et même départementale de la répartition territoriale du parc de véhicules électriques actuellement en circulation en France. Alors, on va pas se mentir, hein, si effectivement vous habitez Guéret ou Mende, vous avez effectivement un peu moins de chances de tomber sur un véhicule électrique que si vous habitez Bordeaux ou Nice. Donc, ce qu'on constate globalement, c'est que les véhicules électriques en circulation sont plutôt concentrés dans les grands centres urbains, avec effectivement des petites spécificités. Les départements d'immatriculation des loueurs courte durée sont assez systématiquement un peu particulières dans les statistiques du parc et des immatriculations. Donc, la Seine-Maritime, la Haute-Corse, voilà, ont également un parc qui est un petit peu plus important en véhicules électriques, mais c'est lié encore une fois aux immatriculations des loueurs. On a quand même une petite surreprésentation, historique d'ailleurs, puisque c'est depuis le début, une petite surreprésentation du parc de véhicules électriques en région PACA et également à l'est de l'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, qui est un peu plus surreprésenté. Et puis globalement, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que les facteurs qui influencent la répartition territoriale des véhicules électriques sont aujourd'hui plutôt, d'une part, le pouvoir d'achat des automobilistes, puisque effectivement les véhicules électriques sont tendanciellement relativement chers à ce jour, et donc effectivement, à partir du moment où on a un pouvoir d'achat plus important des automobilistes, eh ben, on a plus de chances d'acheter un véhicule électrique. Et puis l'âge moyen des acheteurs, puisque effectivement, l'âge moyen des acheteurs de véhicules électriques est de 9 et 10 ans plus jeune que l'âge moyen d'un acheteur de véhicules thermiques. Voilà. Donc effectivement, l'âge moyen et là, donc voilà, si effectivement on cumule les deux éléments, à la fois avoir des personnes qui ont du pouvoir d'achat et qui sont un peu plus jeunes, globalement dans les grands centres urbains, on a effectivement plus de chances de trouver des véhicules électriques. Quelques éléments également sur les véhicules particuliers électriques des constructeurs chinois. On en a beaucoup parlé parce qu'effectivement, on s'est dit il y a effectivement une déferlante qui arrive effectivement sur les constructeurs chinois, de constructeurs électriques chinois. Alors, qu'en est-il aujourd'hui sur les constructeurs de véhicules électriques spécifiquement chinois? Il y a aujourd'hui de présent
Lynk & Co, donc, qui appartient au groupe Geely également, dont Volvo appartient également. Il y a la marque MG qui appartient à SAIC. Il y a également BYD, Xpeng et Leapmotor. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que Leapmotor collabore avec Stellantis et donc va vraisemblablement utiliser les concessions du groupe Stellantis pour diffuser l'ensemble de ses véhicules. Xpeng collabore 1,7% des entrées ateliers pour les indépendants et 2,6% pour les distributeurs sur une année entière. Donc, c'est reste encore marginal dans les ateliers, mais il faut quand même pouvoir accueillir ces véhicules et les prendre en charge et apporter une réponse aux clients. Et donc, quand on pose la question aux réparateurs, est-ce que vous prenez en charge les véhicules électriques? Eh bien, on voit que finalement, oui, ils peuvent les prendre en charge. Donc, c'est pas le gros de leur activité, mais ils se sont préparés pour ça. On voit que, excepté parmi les MRA sans enseigne, la majorité des réparateurs prend en charge les véhicules électriques. Les taux de prise en charge, ils restent hétérogènes hein, selon les circuits. On va de 100% des distributeurs à seulement, comme je vous le disais, 32% pour les MRA sans enseigne. Mais la plupart hein, les prennent quand même bien en charge. Euh, on voit l'importance hein, ici de l'accompagnement sur ces sujets. On voit que les centres auto, par exemple, ils ont accès à des formations, ils ont des supports techniques, des hotlines dus à l'enseigne, hein, grâce à l'enseigne. Et du coup, ils sont très nombreux à prendre en charge les VE. Alors que les indépendants, hein, comme on le disait, eux, ils vont se détacher nettement. Et surtout les indépendants sans enseigne, donc sans support derrière pour les accompagner dans cette transition. Un petit tour du côté du contrôle technique et des centres VHU, donc véhiculeurs d'usage. Euh, Comme ça, la boucle est bouclée, hein, on voit tout l'univers autour du véhicule électrique. Du côté contrôle technique, donc c'est un contrôle technique qui est un peu spécifique, hein, il y a deux contrôles spécifiques nécessaires pour le véhicule électrique. Le contrôle de continuité de masse et l'essai du dispositif anti-démarrage. Alors là, je fais comme si je savais de quoi je vous parlais, mais en vrai, c'est Jocelyn le spécialiste du contrôle technique et vous retrouverez toute sa prose dans l'autofocus dédié sur le contrôle technique. Donc n'hésitez pas là aussi à aller voir sur notre site. Vous retrouverez tout le détail de ce qui concerne le contrôle technique et notamment du véhicule électrique. Ce qu'on peut voir en tout cas dans les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, ça ne représente, si je parle du véhicule électrique pur, que 0,8% des contrôles techniques périodiques. Donc c'est vraiment marginal. C'est normal, ce sont des véhicules encore récents qui ne sont donc pas soumis encore au contrôle technique périodique qui arrive hein, pour la première fois au bout de 4 ans, une fois que le véhicule est vendu. Du côté des centres VHU, donc à la fin de la vie du véhicule, là c'est encore plus marginal. On est sur 0,09% des véhicules pris en charge par les centres VHU qui sont des véhicules électriques. Alors, un petit point d'attention quand même, ce sont des données qui datent de 2022. L'ADEME a beaucoup de retard dans la production de ces données et dans la transmission de ces données. Donc, voilà, ça a dû progresser un petit peu depuis, mais on sait que de toute façon, ça reste encore très marginal parce qu'aussi, ce sont des véhicules récents et qui ne sont pas du coup encore en fin de vie pour la plupart d'entre eux, bien entendu. Et on arrive maintenant à la partie sur les réglementations. Donc, je vois qu'il y a quelques questions de temps en temps. N'hésitez pas, on y reviendra à la fin et les liens voilà, sont disponibles pour tout besoin. Alors, au niveau réglementation, Jocelyn, je te laisse reprendre la main. Oui, merci. Donc, les réglementations ont relativement peu évolué par rapport aux dernières présentations qu'on a pu faire, au dernier webinaire qu'on a pu faire dédié aux véhicules électriques. Vous comprenez bien ce qui structure le marché de la réparation de véhicules par énergie. Ce sont les réglementations européennes anti-pollution, donc la réglementation européenne dite CAFE de 2019, dont les objectifs ont été réévalués le 19 avril 2023 avec la réglementation Fit for 55. Donc, pour rappel, pour les voitures, la réglementation CAFE impose aux constructeurs une moyenne de 93,6 grammes de CO2 cycle WLTP en moyenne en 2025, c'est-à-dire cette année, sur l'ensemble des véhicules vendus en Europe. Très vraisemblablement, donc cet objectif devrait être lissé sur 3 ans, c'est-à-dire que les constructeurs ont 3 ans, les constructeurs ont obtenu cela de la Commission européenne, ont 3 ans pour atteindre cet objectif. Alors, gardons à l'esprit que c'est loin d'être un objectif inatteignable parce que finalement, pour l'ensemble des véhicules vendus en France, ce seuil de 93,6 grammes, il a déjà été atteint en 2024. Mais par contre, pas dans tous les
pays d'Europe et pas chez tous les constructeurs individuellement. Donc, effectivement, ce n'est pas un objectif qui est inatteignable. Néanmoins, effectivement, il faut réajuster les choses pour l'ensemble des pays européens et sur l'ensemble des constructeurs individuellement ou poules de constructeurs, puisque les constructeurs ont la possibilité de se mettre en pool. 94 grammes de CO2 max, hein, vous avez bien en tête qu'une Clio thermique en émet 120, une hybride en émet 95 à peu près, une électrique en émet 0, bien évidemment. La norme qui arrive ensuite, c'est celle de 2030, de 49,5 grammes. Elle va être beaucoup plus difficile à atteindre selon la PFA, puisque effectivement, plus de la moitié on doit effectivement vendre à peu près la moitié de véhicules électriques dans le mix, dans le mix de véhicules vendus en France pour répondre à l'objectif. Et puis, vous le savez aussi, Fit for 55 prévoit la vente exclusive de véhicules neutres en rejet CO2 à l'horizon 2035. Alors, vous le savez aussi, cette réglementation fait l'objet d'enjeux politiques d'une ampleur très importante en Europe. Une clause de revoyure de la réglementation est prévue en 2026 qui pourrait vraisemblablement aménager ou réorganiser effectivement les calendriers. Cette année, qu'est-ce qui se passe cette année? Puisque, effectivement, avec la loi d'orientation des mobilités, la LOM, eh bien, l'État a l'obligation, finalement, d'accompagner l'électrification du parc. Donc, c'est discuté à chaque projet de loi de finances de chaque année, et chaque année, effectivement, les règles du jeu tendent à changer. Donc, actuellement, il y a eu un sacré coup de rabot sur les aides en direction des particuliers, et par contre, beaucoup de contraintes en direction des entreprises. Donc, en termes de bonus, le bonus, il est désormais réservé aux véhicules à faible empreinte carbone, voilà, conception et transport inclus, puisque effectivement, c'est ce fameux EcoScore, donc sur les véhicules qui sont inférieurs à 2 tonnes 4. Le bonus, il passe de 2 000 à 4 000 euros selon le revenu des ménages. De 2 000, 4 000 euros selon le revenu des ménages, alors qu'effectivement, il était de 2 000 euros plus important l'année dernière. On a une suppression du bonus des VUL deux roues et quadricycles et toujours pas de bonus VO qui n'est pas réapparu, pour l'achat d'un VO qui n'est pas réapparu. En revanche, on a un système un peu compliqué de fiches CEE, de fiches standardisées de certification d'économie d'énergie, qui permet globalement de récupérer des crédits d'économie d'énergie d'autres entreprises ou secteurs d'activité pour acheter un VUL électrique essentiellement, et aussi accessoirement un VP électrique, mais de façon beaucoup plus anecdotique, puisque sur un VP électrique, on ne peut récupérer que 340 euros, alors qu'on peut potentiellement récupérer 1400 à travers ces fiches pour l'achat d'un VUL. En revanche, pour les poids lourds, ces systèmes de fiches CEE peuvent monter jusqu'à 100 000 euros pour les poids lourds, bus et cars. Il devrait théoriquement y avoir un nouveau leasing social à partir de cet été, avec un montant total raboté de moitié par rapport au leasing social précédent de l'année dernière. Alors, est-ce que c'est cet été? Est-ce que c'est en septembre? Voilà, les dates vraisemblablement sont en train de reculer, donc on serait plutôt effectivement en septembre. Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que la prime à la conversion a été supprimée, ce qui génère encore une fois un sérieux coup de rabot sur les aides auprès des particuliers sur l'achat d'un véhicule électrique. Et je passe sur les histoires de cartes d'immatriculation, de cartes grises qui sont désormais également payantes pour les véhicules électriques. Tout à fait. C'est vrai qu'on voit quand même que les réglementations bougent et on sait à quel point elles peuvent avoir un impact sur le développement ou non des véhicules électriques, donc on suit ça de près. Autre réglementation emblématique un peu du dossier véhicules électriques, ou en tout cas transition énergétique, ce sont les ZFE, hein, les zones à faible émission, que vous connaissez peut-être, notamment si vous habitez Paris, les alentours, ou Lyon, puisque ce sont les deux endroits qui sont impactés en premier
accompagnées par les ZFE. En tout cas, c'est ce que la loi prévoyait, puisque ce sont des agglomérations dépassant les seuils limites européens. Donc jusque-là, c'était ces agglomérations qui devaient avoir des restrictions de circulation pour les voitures critères 5, 4 et même 3 depuis cette année. À savoir qu'il y avait quand même des villes qui n'étaient pas obligées d'instaurer des ZFE restrictives et qui avaient fait le choix de le faire, hein. Ça pouvait être le cas, par exemple, de Strasbourg ou de Grenoble, d'aller un peu plus loin dans les restrictions que ce que n'imposait la loi. Mais je suis un peu embêtée pour vous parler de cette réglementation, puisque elle est discutée à l'Assemblée nationale dans 2 jours. Donc forcément, c'est un peu tôt pour pouvoir vous dire ce qu'il va en découler, mais en tout cas, il risque d'y avoir des évolutions. Dans le projet de loi simplification, le dispositif serait supprimé, mais il y a beaucoup d'amendements, pardon, qui ont été déposés pour la rétablir sous des formes diverses. Donc, on va voir un peu ce que le débat parlementaire et politique plus largement va donner. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que si l'obligation s'arrête, c'est possible que localement, les agglomérations maintiennent leurs ZFE si elles le souhaitent, puisque bien sûr, je ne pense pas que la réglementation va aller imposer le retour en arrière aux localités, mais à suivre bien sûr dans les jours à venir. Et on a fini toute cette grosse partie sur le marché, la prévente et les réglementations. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à Nilüfer dans un premier temps pour voir ensemble l'accompagnement de la branche et donc notamment sur la partie formation. Oui, merci Marie-Sophie. Donc moi, très simplement, en fait, je vais un peu vous expliquer comment la branche apporte des réponses en matière de certification, quelles sont les différentes certifications que l'on propose aujourd'hui, vraiment très focus VE, de manière plus générale, comment ça va venir coloriser en fait l'ensemble de l'écosystème de certification. Et donc pour démarrer, on va parler en fait de la maintenance des batteries de véhicules électriques. Alors dans un précédent baromètre, on parlait des qualifications de la filière. La branche s'est positionnée pour créer des qualifications, pour reconnaître en fait ce métier tout nouveau de technicien réparateur de batteries. Et donc, dès de la création de ces qualifications qui correspondent à des métiers qui commencent à apparaître sur le terrain, est apparue 2 certifications. Et donc, quel est l'objectif finalement de ces certifications qui mènent à la réparation des batteries? Concrètement, c'est assurer la maintenance corrective des batteries, faire durer ces batteries dans le temps, pouvoir les diagnostiquer, faire un état des lieux de leur état, de leur fonctionnement, appliquer l'ensemble du cadre réglementaire qui est associé autour des batteries, parce que ce sont des interventions qui vont pour certaines se réaliser sous tension. Donc il y a tout un tas de réglementations qui vont encadrer, qui vont venir protéger les intervenants, qui vont venir réparer ces batteries. Et enfin, et là, c'est une particularité supplémentaire pour le métier de technicien expert, c'est qu'on va également apporter au sein des ateliers un appui à la clientèle qui finalement se retrouve avec un véhicule électrique qui n'a pas forcément toutes les précautions d'usage ou qui a encore besoin en fait de comprendre ce qu'il advient de son véhicule électrique, comment bien l'utiliser et permettre ainsi de pérenniser finalement ces véhicules dans le temps. Donc concrètement, vous avez 2 CQP aujourd'hui qui peuvent être déployés, qui ont été enregistrés auprès de France Compétences. Le technicien de maintenance de batterie de VE, qui est une certification de niveau 4, qui se déploie en 6 à 10 mois, qui a un volume de formation qui est inférieur à 300 heures, et le CQP technicien expert, qui lui est plutôt de niveau 5. Pour le premier, on est plutôt sur un prérequis de CAP ou d'un niveau bac pro, tandis que pour le deuxième, on est vraiment sur un titulaire du bac pro qui va venir encore monter en compétence sur ce sujet de la réparation. Les 2 certifications, elles sont accessibles en contrat de professionnalisation, en formation continue. Elle est accessible également aux demandeurs d'emploi et par le biais de la VAE. Et j'invite tout professionnel étant amené à réparer des batteries à évidemment participer, en tout cas se présenter à un jury VAE pour obtenir ce CQP. Petit point, le technicien expert, le nom vous rappelle très certainement le technicien expert après-vente automobile pour ceux qui connaissent bien nos certifications, dispose en fait de passerelles. On a 2 blocs en compétences, 2 blocs de compétences communs, ce qui permet de passer, de gagner un petit peu sur le parcours de formation. Si on passe juste après sur la partie démontage, donc on vous a fait la partie maintenance des batteries, mais on a également la filière du démontage-recyclage qui est également grandement concernée par le sujet. Et donc, on a été amené
en même temps que pour la filière maintenance des batteries, a créé également une qualification et la certification du technicien démonteur. Le technicien démonteur est également enregistré au RNCP, c'est une certification de niveau 4, donc avec un prérequis qui est du CAP avec un niveau Bac Pro. On est comme le technicien de maintenance sur un volume de formation qui est inférieur à 300 heures, qui se déploie en 6 mois. Et son objectif, c'est clairement de venir démonter ces batteries, diagnostiquer leur état, voir ce qu'il en est de l'état interne de la batterie, travailler sous tension pour ouvrir cette batterie, puis après, en fait, la démanteler progressivement pour conditionner, stocker et définir l'usage des différents composants de cette batterie. Tout comme les certifications de la maintenance, c'est un CQP qui est accessible en contrat de pro en formation continue pour les demandeurs d'emploi et par la VAE. Donc pareil, j'invite tout professionnel et les organismes de formation à s'adresser à la NFA pour déployer ces 3 CQP. Petit point sur les 2 filières, elles ont la particularité, en plus d'avoir été co-construites en même temps, de disposer de blocs de compétences communs. Donc que ce soit la filière maintenance des batteries ou que ce soit le démontage-recyclage, on a 2 blocs de compétences communs pour ces certifications. C'est ce qui va être le diagnostic et le démontage de la batterie, donc toute la partie diagnostic de l'état interne, ouverture de la batterie, travaux sous tension et la planification, les aspects réglementaires associés en fait aux travaux sous tension. Ce qui permet à terme d'avoir un professionnel qui serait pourquoi pas formé dans le domaine de la maintenance et qui à terme voudrait évoluer vers le domaine du démontage et donc finalement n'avoir besoin que de passer le bloc de compétences qui lui reste ou vice-versa. Et donc favoriser les passerelles entre nos différents filières métiers. En complément, donc on était vraiment sur des certifications qui mènent à un métier, mais on a également ce qu'on appelle des certificats de compétences de branche, tout simplement en lien avec l'électrification du parc. On s'est rendu compte qu'on a un certain nombre de professionnels aujourd'hui qui vont avoir besoin de certifications, en tout cas de formations qui vont être complémentaires à leur métier. Concrètement, un certificat de compétences, c'est quoi? C'est un professionnel qui, par exemple, si je prends le mécanicien automobile, a déjà été formé à un métier, mais peut-être qu'il a été formé à une époque. Alors, hop, on a le PowerPoint qui a disparu, Marie-Sophie. Je ne sais pas ce qui se passe. Le mécanicien automobile qui a été formé à un métier et qui a besoin tout simplement en fait, de compétences additionnelles aujourd'hui pour faire face à l'arrivée du véhicule électrique et hybride. Et typiquement, ce professionnel peut être amené à s'orienter vers le certificat de compétences, réaliser l'entretien et la maintenance d'un véhicule électrique et hybride. C'est une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. Elle est finançable par différents moyens, dont le CPF, et elle permet finalement, avec quelques compétences, d'approcher en fait les différentes activités d'entretien courant et de maintenance des véhicules électriques et hybrides. Hors travaux sous tension, là on n'intervient pas sur la batterie de traction directement, mais en tout cas sur tous les éléments de climatisation, système de freinage, batterie de servitude, etc. En complément, on a le conseil en électromobilité qui, lui, est un certificat de compétences de branche qui s'adresse à de nombreuses filières de la branche et donc à de nombreux professionnels. On est sur une certification dont l'objectif est d'accompagner une clientèle qui va faire face à un véhicule électrique, en tout cas une solution d'électromobilité. Et l'idée, c'est de l'accompagner du moment où la personne cherche à se renseigner sur cette solution jusqu'à en fait une estimation du coût de la rentabilité de différents éléments à prendre en compte lorsqu'on va utiliser une solution d'électromobilité et particulièrement d'être sensibilisé aux différents risques qui peuvent être associés notamment à un véhicule électrique et hybride. Et cette certification est en cours d'enregistrement auprès de France Compétences. Les 2 ont déjà été déployés par des organismes de formation et évidemment, on invite nos organismes à se rapprocher de nous pour pouvoir déployer de manière un peu plus conséquente ces 2 certifications. Je poursuis enfin avec de manière plus globale, parce que là, on était vraiment sur des certifications qui étaient très focus VEVH, mais de manière générale, en fait, aujourd'hui, l'ensemble des certifications de branche et les diplômes de l'éducation nationale ont été engagés vers l'électrification du parc, ce qui fait que côté certification de branche pure, donc on a déjà 3 filières qui ont vu leur certification se coloriser VE, donc la maintenance des véhicules légers, la maintenance motocycle et la maintenance des véhicules utilitaires et industriels. Ça concerne l'ensemble des référentiels, ça va du niveau 3 jusqu'au niveau 5. Aujourd'hui, on a des certifications qui sont en cours de renouvellement auprès de France Compétences pour faire valoir en fait toutes ces activités en lien avec le VE, toutes les particularités qui sont venues s'ajouter au référentiel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des certifications qui formeront nos futurs salariés à la fois sur du véhicule thermique, sur du véhicule hybride et du véhicule électrique.
Et donc, petit focus maintenance VL, on a le CQP MMA qui a déjà été renouvelé précédemment et qui est déjà enregistré sous sa nouvelle version RNCP. Le reste des certifications, du TFP mécanicien automobile jusqu'au technicien expert après-vente, ou alors pour la filière motocycle, le technicien après-vente moto, on est déjà en fait en cours de renouvellement auprès de France Compétences et on devrait d'ici peu, j'espère, avoir les nouvelles versions qui rentrent en vigueur. Pour l'éducation nationale, de la même manière, on a les diplômes qui ont évolué. Donc, on a le CAP et le Bac Pro qui ont déjà été publiés récemment. Donc, un arrêté du 26 mars 2025 qui a permis d'accéder aux nouveaux référentiels qui, de la même manière, ont été colorisés pour intégrer ce VEVH et de mettre à jour l'ensemble des technologies. Je pense notamment aux ADAS, par exemple. Le CAP et le Bac Pro sont déjà mis en œuvre dès la rentrée de septembre prochain. Donc, c'est demain. Et puis, le BTS, lui, quant à lui, a un peu plus, à une extension. On va pouvoir, en tout cas, il est prévu qu'il soit déployé plutôt en septembre 2026. De manière générale, pour accompagner l'ensemble des certifications de branche, la NFA a publié un petit guide pratique à destination des organismes de formation pour accompagner à la prévention du risque électrique. Pourquoi ? Parce qu'on a des certifications qui forment à des niveaux d'habilitation électrique, mais on a également des certifications aujourd'hui qui sont un peu plus attraits au métier du tertiaire et pour lequel avoir une sensibilisation au risque, savoir identifier des risques électriques, savoir les prévenir, c'est aussi une manière d'accompagner les salariés vers l'électrification du parc et donc on met à disposition des organismes de formation ces certifications. Et je vous invite notamment pour tout ce qui est vraiment, en fait, on estime l'observatoire suit régulièrement le nombre d'habilitations électriques en lien avec les formations, donc CQP, TFP et diplôme de l'éducation nationale. Et je vous invite à consulter en fait le baromètre pour avoir une estimation de ces chiffres, pour se rendre compte à quel point finalement, quel est le volume de personnes aujourd'hui dans la branche qui sont sensibilisées et qui sont formées à ces différentes habilitations électriques. Et je passe la main à Marie-Sophie et Sophie. Merci Nigéphar, effectivement très clair. On retrouvera du coup tout ça et la comptabilisation dans le baromètre du véhicule électrique. On en reparlera tout à l'heure. On passe à Sophie qui va nous présenter donc la formation des enseignants et des formateurs avec un tout nouveau catalogue pour cette année. Donc bonjour à tous, merci de me transmettre la parole. Donc, en ce qui concerne la formation de formateurs, la NFA propose des parcours de formation qui sont relativement complets, quel que soit le domaine. Et donc, si on démarre par le véhicule particulier, donc on a un parcours qui se découpe en 3 niveaux que vous voyez donc à l'écran. Donc, avec un premier niveau, les habilitations électriques, donc avec 3 formations. 2 formations qui concernent les travaux hors tension, donc la prévention des risques d'origine électrique, et puis le maintien des compétences concernant cette formation. Et puis, on a également une formation qui concerne des travaux sous tension, donc la FTE B2TL. Donc ça, c'est pour la partie habilitation. Ensuite, on a un niveau de sensibilisation avec 3 formations, donc la découverte du VEVH. Donc là, il s'agit d'identifier les différents composants du véhicule, son entretien spécifique. Et puis 2 formations à distance, l'organisation et l'intégration des véhicules électriques et hybrides dans l'atelier. Donc, c'est une formation qui a été actualisée et qui donne aux stagiaires les outils pour organiser l'atelier et manager les habilitations. Ensuite, on a une nouvelle formation donc, qui concerne l'essentiel des systèmes de recharge. Pour ce niveau sensibilisation, en fait, donc ces formations sont ouvertes à tout profil de formateur. Ensuite, donc, nous avons un niveau intervention avec d'un côté tout ce qui concerne les problématiques de charge, donc une formation qui a été actualisée, la gestion des batteries de traction, et puis une toute nouvelle formation, le diagnostic des systèmes de recharge. De l'autre côté, en intervention au niveau 2, donc on a 4 formations qui traitent de l'ensemble des interventions spécifiques au VEVH, avec une formation donc très complète, la FTE-EH, et puis 3 formations qui concernent les interventions spécifiques, donc la climatisation, le freinage, les boîtes de vitesse. Donc, ces formations, elles correspondent tout à fait donc, aux évolutions des référentiels, hein, notamment le CAP et le Bac Pro. Alors, attention, vous verrez, certaines formations nécessitent une habilitation avant de pouvoir s'y inscrire.
Donc, vous pouvez en savoir davantage en ce qui concerne la maintenance véhicule particulier. Donc, sur notre site dédié à la formation de formateurs, donc tout nouveau site, donc f2f.anfa-auto.fr. Donc, il y a une visio qui a eu lieu pour la maintenance VP. Donc, vous pouvez la revoir en replay sur ce site. Donc, en ce qui concerne le véhicule industriel, donc on a également un parcours avec 2 niveaux, les habilitations, donc B2XL, et puis les travaux hors tension. Et ensuite, on retrouve une formation spécifique au VEVH sur les véhicules industriels. Donc, c'est une formation qui a été totalement actualisée avec des travaux pratiques, donc vraiment sur camion. En ce qui concerne la moto et le vélo, on a également 2 niveaux de formation, donc les habilitations et puis ensuite les interventions donc sur le vélo à assistance électrique et les systèmes de roues électriques. Au centre, on a une formation qui concerne l'ensemble des 2 roues, donc à la fois les vélos, les motos. Elle concerne la sensibilisation aux batteries lithium, donc cette formation est une formation à distance. Elle traite des risques relatifs à ces batteries, à leur stockage et leur recyclage. Donc, on a également 2 webinaires qui seront à venir pour le VI et la moto, donc la semaine prochaine, et vous pourrez les retrouver en replay sur le site. Donc, la formation de formateurs, en fait, traite des véhicules électriques et hybrides depuis plus de 10 ans maintenant. Et à aujourd'hui, en fait, en 2024, donc 44% des formations concernaient le VEVH et 40% des stagiaires. Donc, il faut noter qu'entre 2019 et 2024, donc c'est 2800 formateurs qui ont été formés sur cette thématique. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des chiffres. Voilà, je vous laisserai consulter le baromètre du VEVH. Merci Sophie, effectivement. Vous allez retrouver toutes les informations, alors présentées parfois un peu différemment, mais vous retrouverez l'essentiel des informations présentées ce matin dans le baromètre du véhicule électrique édition 2025 qui va être disponible dans la journée, je crois. Je parle sous contrôle de notre service. Mais vous allez pouvoir le retrouver en ligne sur le site de la NFA et plus précisément dans la partie observatoire avec, comme on vous le disait, à la fois les données du marché, mais aussi la formation et puis la formation de formateurs et d'enseignants. Donc vraiment, vous retrouvez tout ce qui concerne le véhicule électrique dans un seul et même document. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Voilà, Alexis rappelle tous les liens utiles, donc c'est super. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans la conversation. Alors, il y a eu quelques réponses. Il y avait une première question au début sur les modèles vendus en électrique. Alors, si je regarde le palmarès depuis le début de l'année, donc le plus récent, les modèles les plus vendus donc en voiture, hein, c'est la Renault R5 loin devant tous les autres. Et ensuite, on a la Citroën C3, le Renault Scénic et le Peugeot 208. Et vient derrière la Tesla Model Y. Et puis après, on part un peu plus loin dans le podium. Je ne vais pas tout redétailler, mais vous avez là les principaux véhicules vendus. Et puis, je vois que dans la conversation, ça a été déjà répondu. En effet, sur les réglementations, on entend beaucoup, effectivement, d'actualités réglementaires, mais il faut prendre avec précaution puisque il y a des règles qui s'exercent en fonction du droit, qu'il soit européen ou français. Et effectivement, les collègues ont déjà répondu, mais on ne pourra pas échapper à la réglementation européenne si elle se maintient telle qu'elle est prévue. Et là, encore une fois, il y a une porte ouverte, c'est la clause de revoyure de l'année prochaine. Mais en attendant, pour le moment, 2035 est toujours d'actualité. Donc voilà, on termine tout juste, donc on a encore le temps pour 1 ou 2 questions si elles arrivent, mais sinon vous pouvez tout à fait nous joindre, hein. N'hésitez pas à nous contacter par mail pour avoir plus d'informations et puis à retrouver du coup les publications en ligne sur notre site. Donc je vais remercier aussi mes collègues qui ont participé avec moi à ce webinaire. Et vous, ces chers téléspectateurs, pour votre écoute et votre présence. Je vois pas de nouvelles questions arriver. Avez-vous un accès au nouveau référentiel Bac Pro? Alors, je vais laisser Nilufar peut-être répondre à cette question. Oui, en fait, pour l'instant,
pris un petit délai de latence. Les éléments, donc déjà, je vous invite à consulter l'arrêté sur lequel vous allez avoir accès en fait au référentiel. Par contre, il y aura évidemment d'autres documents qui seront publiés par la suite sur le sujet. Mais je vous invite à suivre les actualités pour le coup de l'éducation nationale. Et je vais glisser dans la conversation le lien de l'arrêté d'ici la fin du webinaire. Je le récupère et puis je le rebascule. Merci beaucoup. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour des prochaines publications et des prochains webinaires.